Les instigateurs, épisode numéro 80. Aujourd'hui, on vous parle de comment créer une bonne culture d'entreprise. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Voilà! Salut mon beau garçon, en forme? Ouais. J'ai repris à m'entraîner depuis quelques mois. Puis je t'avoue que je suis satisfait de mon progrès, surtout au niveau cardio et endurance, qui est intéressant. Écoute, je me surprends moi-même. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au hockey. J'espère que tu as des aussi bonnes performances au gym que tes performances en story Instagram. Parce que Chris, que t'en mets depuis que tu as recommencé à t'entraîner, j'ai l'impression de m'entraîner avec toi. Ben, j'ai demandé que je m'entraîne avec Marc, shout-out à Marc Godin, qui est officiellement mon coach, qui appartient à l'Asile athlétique, ici à Tracadie. Et puis, écoute, ça fait une couple d'années que j'étais pas on and off, mais tu sais, traîner comme Passif, là. Ouais, c'est ça. Je me poussais pas nécessairement. Puis je m'entraînais tout seul. Puis en tout cas, je trouvais ça plate. Et puis c'est ça. J'avais pas ce souci-là de me dépasser. Et puis c'est ça. Je contacte Marc. Je dis, garde, écoute, je pense faire un retour à l'asile, mais je veux pas m'entraîner CrossFit style ni trop intense parce que j'ai quelques vieilles blessures en tout cas. Fait que il dit non, écoute, moi je m'entraîne d'une certaine façon. Il dit chaque jour, il insère chaque jour dans le fond des mouvements de force, des mouvements accessoires et du cardio dans une session. Il dit viens t'entraîner avec moi et puis on va se pousser les deux. Fait que j'ai dit à Marc, cool, prends juste des vidéos, puis moi je vais le documenter, puis je vais sharer sur les médias. Fait que lui il me prend des petites vidéos, moi je les reshare, et puis c'est super facile, mais c'est le fun de le monde a l'air de ça rend accountable, man. Au final, c'est ce qu'on a besoin aussi, là. Ouais. Dans le même moule un peu, j'ai déjà parlé de mon chum Frank, qui est l'Institut du guerrier à Drummondville. T'sais, je le check à l'œil, Frank, genre à chaque année, sa fête, c'est la même date, no shit. Sa fête est en août. Frank, il est genre 40 ans, tout de même, 42. Puis son objectif, c'est d'être plus en shape que l'année d'avant sa fête. Ouais. Puis je trouve ça super hot comme concept, puis tout. Puis je le check à l'œil, je suis comme, si t'étais le moindrement proche, je serais sûrement crissement torqué présentement. Parce que justement, j'aurais quelqu'un pour m'aider à me motiver. Pas pour me motiver, pour m'aider à moi-même prendre responsabilité de ma motivation, ma discipline. Puis justement, comme avoir plus de accountability. À l'inverse, je le check, je suis la même personne avec les mêmes valeurs et tout, là, mais du fait qu'il est loin, je suis comme non, je suis hyper passif, sédentaire, faut que j'aille prendre des prises de sang pour mon cholestérol et diabète peut-être. Fait que je suis comme une simple personne peut faire une très grosse différence. Si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. Là. Fait que content de voir que tu as trouvé ce genre de personne-là pour t'amener à être plus dans l'action. Oui, non, écoute, ça a été écoute, incroyablement positif. Fait que non, je suis vraiment content de ça. Vraiment content de ça. Puis j'arrive dans ma dernière année dans ma trentaine. Ça fait que l'important est là. Je l'ai vu cette année, tu sais, comme dans ma petite beer league de hockey, là, on est toute une gang de 40 ans, autour de 40 ans. Là. Et puis les jeunes qui arrivent, les jeunes qui ont un bon niveau, mais gens qui sont pas, tu sais, comme qui n'ont pas fait le junior majeur ou le junior A, mais qui sont crissement bons pareil. Là. Puis chaque année, je vois que je me transformais de plus en plus en cône orange qu'en défenseur intéressant parce que c'est, en tout cas, la vitesse de ces jeunes-là, c'est incroyable. Mais ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau endurance. Ça promet. Avec un peu de chance, tu vas moins traîner de l'arrière que... On est encore capable. Là.
Ah, tant mieux, man. Mm-hmm. C'est quoi, Il y a un lien direct à faire avec le sujet d'aujourd'hui là-dessus. J'avais pas fait le lien, mais on en parle puis comment c'est cohérent sans qu'on en soit conscient sur la notion de culture d'entreprise. Quelque chose qu'on s'est fait demander à plusieurs fois, puis on était comme, on a des affaires chacun de notre bord, toi t'as des outils de ton bord, moi j'ai une couple d'affaires, puis comme, on va prendre le temps de sortir ça. La réalité, c'est qu'on l'a pas le temps, puis on a beau dire, pour vrai, ça doit faire 6 mois qu'on le pèle par en avant, puis comme, si on avait eu à checker nos affaires, on l'aurait fait. Faisons juste en jaser, puis ça sortira comme ça sortira. Mais justement, cette notion-là de vouloir se dépasser, mais en même temps d'avoir une espèce de accountability puis de le faire dans une position positive où ce que ta performance peut avoir un impact sur les autres puis de justement créer une espèce d'effet de masse sur OK, bon, mais voici des objectifs communs puis que ça va être le fun à tout le monde puis je sais pas, il y a comme plein de petits points qui se connectent dans ma tête entre le sport, l'entraînement et la notion de culture aussi. Oui, tout vient. L'entrepreneuriat et le sport, il y a beaucoup de parallèles. Puis même ça, au niveau de culture, quand tu regardes culture d'équipe, tu vas l'entendre souvent. Là, au hockey, souvent, c'est la culture de l'équipe qui va amener, c'est pas nécessairement le talent brut qui va l'emporter. On l'a vu, by the way, avec les Maple Leafs de Toronto versus les Canadiens. C'est pas le talent brut de tes elite players qui vont faire, c'est l'unité que tu vas amener, la cohésion que tu vas amener. Et puis souvent, dans une optique de performance, il y a le côté, je te dirais, le mindset qui vient avec ça, joue beaucoup par rapport à juste le talent brut. Fait que non, c'est un bon parallèle, j'approuve. Mais toi, à Didac, je sais que vous avez, surtout toi dans les dernières années, c'est des choses que tu as étudiées beaucoup et que tu as mis en pratique beaucoup à Didac. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ma perception personnelle ou mon biais personnel par rapport à toi et Didac, mais j'ai l'impression que vous êtes très proactif dans cette avenue-là d'offrir une culture d'entreprise et une expérience employée de haut niveau. Oui, absolument. Puis, tu sais, on le fait pour différentes raisons, foncièrement parce que oui, on y croit. Il n'y a pas juste moi, il y a les autres actionnaires là-dedans aussi, mais c'est une chose qui est une conviction profonde. Tu as aussi, je vais dire, l'aspect stratégique des développeurs. Nous, on est dans le web. Des développeurs à Québec, t'en as pas 1000. Des bons disponibles sont très rares. Donc, nous, on le fait pour aussi nous mettre dans une position parce que la journée qu'on a besoin de croître, c'est pas là qu'il faut commencer à séduire ou quoi que ce soit. Puis en même temps, il ne faut pas que ce soit jamais perçu comme un stunt. Je vais le dire comme ça. Une vraie bonne culture d'entreprise, ça se vit à tous les jours. C'est pas une initiative. Puis si tu le fais bien, ça couvre beaucoup de problèmes et d'angles morts. Une bonne culture, c'est un levier pour ton volet d'attraction d'employés. Une bonne culture, c'est un volet d'attraction de clients. C'est un volet qui va t'amener aussi un espèce de filet de sûreté pour ta rétention des employés au niveau de la productivité. Donc, c'est vraiment tentaculaire dans ta business. Puis, à mon sens, c'est pour ça que ça doit être la priorité. T'sais, oui, c'est sûr que pour certaines personnes, la priorité, c'est la rentabilité. J'en ai encore jasé récemment à radio. Oui, faut que ton entreprise soit rentable, mais si elle est rentable au détriment de ta culture, moi, c'est là que je débarque. C'est là qu'on va embarquer dans des business comme Amazon ou peu importe. Genre, c'est le profit et pas la rentabilité rendue là au détriment des employés. Donc, puis plus je prends position, plus j'en jase de la culture, plus je me rends compte que pour moi, pour l'instant, je veux dire, j'ai pas d'MBA, j'ai pas de... Comme moi, mon style d'entrepreneuriat est très intuitif. Fait que pour moi, c'est juste du gros bon sens. Mais je me rends compte, avec les genres de business qui nous approchent, les discussions que j'ai, que clairement, ce gros bon sens-là n'est pas partagé et ou représentatif de plusieurs industries. Donc, ça vaut la peine d'en parler puis de briser soit des fausses croyances, soit je vais le caller out, là, soit de la lâcheté de gestion. Donc, tu sais, il y a... C'est ça, il y a beaucoup de problèmes d'entreprises qui sont créés à cause d'une mauvaise culture, mais cette culture-là, elle est entretenue. Donc, à partir de là, à mon sens, je l'ai déjà dit, si tu startes tes propres feux, tu peux pas chialer. T'es la source du problème. Même si t'es en mode solution dans ta tête, c'est peut-être potentiellement toi, de gestionnaire, le problème. Donc, tu deviens un facteur de risque pour l'entreprise. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont reliés à ça. Là.
Qu'est-ce qui a été je te dirais, tes premières étapes, toi, pour quand t'as pas eu de réalisation parce que je pense que tu es fondamentalement comme ça où tu cares beaucoup. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a été les premières actions concrètes que vous avez faites à Didac pour vous assurer que, OK, on prend la décision que dans nos valeurs, la culture est numéro 1. Qu'est-ce qui a été les premiers, je te dirais, actions concrètes, conscientes que vous avez faites? Ben, faire l'inventaire des valeurs individuelles, des valeurs entreprises, et évidemment, tu sais, je pense que la culture d'entreprise, ça part beaucoup sur le fait d'avoir un objectif commun qui est clair, Oui. quelque chose que chaque personne dans ton entreprise peut partager le sentiment d'appartenance. Je vais le dire comme ça. Des fois, c'est la mission de la business. Des fois, c'est vraiment juste l'équipe. Tu sais, ça peut être plein de choses, mais ça en prend un. Parce que plus ton entreprise grossit, plus ça devient un risque parce que les objectifs deviennent de plus en plus par département. Et de là, tu as des sous-cultures dans ta business, puis tu t'en viens à une position, tu sais, des business que je vois que leur compréhension de leur culture, c'est sur papier, puis que tu jases avec une personne dans un département et dans une autre, puis on n'a pas le même son de cloche, pas du tout, ben ça me dit que justement, tu as des niveaux de gestion qui sont rendus trop loin du plancher. Puis qu'à partir de là, tu n'as plus connaissance de ton entreprise. Tu as connaissance du modèle d'affaires, du produit, mais l'entité de ton entreprise, tu ne la connais plus. Puis c'est là que tu te ramasses à avoir plein d'angles morts. Donc, à mon sens, de faire l'inventaire pour être capable de voir, bon, mais justement, est-ce qu'on a des personnes qui viennent au travail le matin pour les mêmes raisons, qui poussent dans la même direction, être capable d'identifier tes employés qui, justement, sont pas alignés. Puis ne pas être aligné, lorsqu'on s'en rend compte, c'est pas nécessairement négatif. C'est pas parce qu'un employé n'est pas aligné qu'il ne peut pas le devenir. Ouais. Trop souvent, dans le réflexe, une personne qui n'est pas alignée, c'est un employé toxique. Non, absolument pas. Tu as une responsabilité de gestionnaire de bien communiquer qui on est, en quoi on croit, ces éléments-là, pour après ça, lui t'assurer qu'au minimum, il y a toutes les informations pour prendre sa position puis voir, bon, mais est-ce que c'est la chose à laquelle je m'identifie, genre? Mm-hmm. Du moment que ça c'est fait, ben là, ça t'amène déjà dans des positions de décision difficiles, de genre, faut que tu la mettes dehors. C'est-tu là que ça s'arrête? C'est comme, faut faire état un petit peu de... Ouais, puis je pense qu'il y a des valeurs, je te dirais, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on développe au fil du temps. Tu sais, souvent, c'est quand tu vas à des entreprises, là, tu vas développer, tu vas te rendre compte peut-être de l'importance de ces valeurs-là, puis tu vas commencer, toi, en tant qu'employé ou de team player, wow, OK, là, je comprends mieux, puis là, tu commences à vraiment prendre intérêt à ces valeurs-là et qui deviennent aussi dans tes valeurs aussi, tu sais. Fait qu'il y a tout l'élément d'évolution qu'il faut prendre en ligne de compte dans ces employés, ne pas un value nadi d'une certaine façon. Mm-hmm. C'est de comprendre les valeurs. T'as des valeurs fondamentales de l'entreprise, mais ne pas rentrer dans t'es pas une secte non plus. Mais non. C'est ça qu'il faut. Accepter la différence, accepter la diversité, parce que maintenant, tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de partager toutes les mêmes valeurs. Je suis une personne relativement de droite, mes 4 autres associés sont relativement de gauche. Déjà là, il y a un clash. Mais au minimum, on en est conscient. On a accepté ensemble de composer avec ça parce qu'on a été capable d'identifier que cette diversité-là devient un asset pour la business. Exact. Parce que justement, on peut pas avoir d'angle mort parce qu'on le sait qu'on va être continuellement en train de se challenger. Oui. Puis c'est ce qui va faire que les positions qu'on va prendre, il n'y aura plus d'ambiguïté, puis qu'on va aller au bat pour. Parce qu'il faut en venir à un consensus. Mais c'est genre justement ça, c'est que c'est la valeur ou les valeurs que vous sharez ne sont pas celles que vous pensiez ou qu'on va dire que c'est des valeurs plus politiques ou de vision de la vie, mais par rapport à justement le fait la valeur est de pas promouvoir, mais de faire sûr qu'il y a une diversité d'opinions et de points de vue dans l'entreprise pour justement amener des conversations constructives, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça parce qu'on trouve, là, ça devient plus sectaire, ça devient très, tu sais, inclusif. Je sais pas si c'est ce mot-là, inclusif, mais en tout cas. Ben, c'est d'identifier c'est quoi les points communs dans tout ce qui est divergent. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, c'est des valeurs, t'en as plus qu'une. On a tous plusieurs valeurs. Ouais. Le but n'est pas d'avoir toutes les mêmes valeurs. C'est d'identifier c'est quoi le noyau. Le noyau devient ou devrait ressembler essentiellement à tes valeurs d'entreprise.
Donc, de là, lorsqu'une personne rentre dans l'entreprise, voici ce qui, pour nous, est non négociable. Tu as le droit à tes opinions personnelles, il n'y a pas de problème, mais voici les choses sur lesquelles nous, on ne donnera pas de jeu. Faut que tu crois à ça, faut que tu crois à ça, faut que tu crois à ça. À partir de là, le reste, il n'y a pas de problème. C'est ce qui amène des échanges intéressants, c'est ce qui nous amène à évoluer, c'est ce qui nous amène à revisiter nos propres positions de comme je croyais ça hier, est-ce que j'y crois encore aujourd'hui? Ça, c'est sain. Puis il faut donner la place pour ça. Ouais. C'est sûr que un moment donné, il y a une ligne à ne pas franchir aussi. Là. C'est sûr que moi, si j'avais quelqu'un dans l'entreprise qui commence à faire de la propagande parce qu'il y a des valeurs hyper profondes sur whatever, je vais pas passer et tout ça, je suis comme OK, à un moment donné, c'est pas parce que tu as des opinions que tu es obligé de faire chier le monde avec ça. Si tu vois, tu sais, read the crowd. Là. Si tu vois que les gens sont pas d'accord, c'est pas ta responsabilité de les convertir à ton approche. Mais c'est ça, le risque est souvent là, ces temps-ci. On confond valeur et j'ai l'impression conviction temporaire d'une certaine façon, tu sais. Et puis, j'ai vraiment aimé l'exemple que tu as donné tout à l'heure parce que l'exemple de droite et de gauche, c'est que what about que t'as pas besoin de prendre un camp en particulier? What about que c'est correct? Tu peux avoir tes propres convictions par rapport à un certain contexte, mais ce ne sont pas tes valeurs. T'sais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, là, on entend mes libertés, puis moi, mes valeurs, c'est la liberté. Non, j'ai l'impression que c'est juste là, tu es contextuellement dans une situation qui te font croire que c'est ça tes valeurs, mais ça ne l'est pas nécessairement, tu sais. Moi, je l'ai vu cette année avec mes amis, par exemple, d'Ontario, qui vivaient des lockdowns puis des affaires par rapport, puis nous autres, dans les maritimes, qui étaient comme pas mal free, puis on faisait pas mal ce qu'on voulait. On portait un petit masque pour aller au superstore, puis that's it. C'était complètement une réalité différente. Puis mes valeurs n'ont pas changé, mais pour eux autres, ça a été comme complètement chamboulé. Là. Moi, je pense que c'est très contextuel. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est d'être... Tu sais, on parle d'intelligence émotionnelle. Comme... Puis j'ai l'impression que c'est encore... On en parle, mais c'est encore très incompris. C'est comme un petit peu... L'intelligence émotionnelle est au même point où était la santé mentale il y a, voilà, 5-6 ans, d'une certaine façon. On comprend pas encore ce que ça veut dire. C'est quelque chose que c'est tellement... Quand je m'en vais juste parler en anglais. C'est très du custom par personne, là, parce que c'est intimement relié. On en parle dans l'épisode. Les personnes ont des biais émotifs. Il faut comprendre ce qu'elle essaie de dire plutôt que ce qu'elle dit très souvent. Comprendre ce qui est sous-entendu, puis l'intention derrière, plus que les mots qui sont utilisés upfront. Donc, dans certains cas, tu sais, puis ça va vibrer selon ton type de personnalité aussi. Donc, dans certains cas, pour le même style d'enjeu, ça va être perçu de deux façons différentes parce que tu raisonnes pas à une personne qui est soit plus, je veux dire, une approche plus Napoléon, ça s'impose, versus une personne qui est très, tu dois la prendre puis jaser une demi-heure avant pour arriver à mettre la table pour y dire ce que tu veux vraiment dire. Fait que cette adaptabilité-là que ça prend pour arriver au même résultat, c'est pas nécessairement tout le monde qui est encore alerte à ça, je veux dire comme ça, au milieu de travail. Là. Mais c'est pour ça que je pense que tu sais, la conversation de façon continue doit être privilégiée pour une bonne culture. Tu sais. Ça va au-delà du meeting biannuel pour ta performance review. Là. C'est pas ça. Là. C'est garder une conversation constante avec tes employés. Ayez des check-ins. Ayez des talks qui vont au-delà juste du travail. Tu sais. Comprendre la personne, c'est souvent un contexte. C'est justement de comprendre le contexte de la personne aussi. Puis à partir du moment où tu instaures ce climat de conversation-là, ce climat de discussion et de compréhension, je pense que c'est là que tu vas avoider ou tu vas éliminer des possibilités, si tu veux, de toxicité dans ton entreprise. Parce que là, tu vas commencer à comprendre le pourquoi du comment. Et non pas, lui a fait ça, donc là, on va réagir et on va pénaliser cette personne-là, puis ça devient hors de contrôle, tu sais. Puis je pense qu'il n'y a rien qui peut pas être... Oui, il y a des fois, il y a des personnes qui vont être complètement déraisonnables et puis qui vont être toxiques et puis malheureusement, il va falloir, on va peut-être en parler aussi juste après, mais qu'il va falloir prendre action par rapport pour ne pas pourrir, si tu veux, le corps de ton équipe. Mais je pense qu'il n'y a rien qui peut pas être vraiment
prévenu avec un bon dialogue constructif. Et puis, souvent, ben, tu vas te rendre compte de certaines choses. Tu sais, l'intelligence émotionnelle vient par rapport à ça, de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ces choses-là. Souvent, sous le coup de l'émotion, on va dire quelque chose, puis on est comme, c'est dans ma cave ce que je viens de dire, ce que j'ai dit. Il faut comprendre cela, puis je pense que ça vient ça vient avec la discussion. Un des problèmes que je vois beaucoup dans les entreprises, c'est que la mentalité old school, c'est que, ben là, moi, je suis pas un psychologue. T'as pas besoin de l'aide. T'as pas besoin d'être un psychologue, exactement. Mais tu peux parler à une personne. Mm-hmm. Tu sais, je pense que le dialogue, si t'es pas capable de dialoguer et de parler à ton monde, moi, je remettrais T'es pas fait pour être un gestionnaire. Tu sais, je me dis, si t'es capable de passer une après-midi complète à jaser de rien puis d'affaires que tu te sacs à ton beau-frère que t'aimes pas vraiment, que si t'es capable de parler à tes employés qui contribuent à ton entreprise puis qui sont là pour améliorer la position de ta vision puis de ce que tu veux accomplir, là. Mm-hmm. Fait que, mais tu sais, en même temps, la communication est super importante, mais faut faire attention, faut pas l'imposer. Faut respecter aussi ce que l'employé est prêt à te donner. Il y a souvent parce que, à date, moi, je vois souvent un scénario où on tombe trop dans l'extrême, je vais le dire comme ça. Certains pensent que la culture, c'est protéger ton employé, puis l'humain first, et ça n'en vient au détriment de la rentabilité des objectifs d'affaires. Mm-hmm. Ou l'autre opposé, c'est mon employé, il est là pour exécuter, puis ton employé, une machine, c'est la même affaire. Là. C'est juste qu'il y en a une qui boit de l'eau puis qu'elle va pisser une fois de temps en temps. Là. Fait que, c'est complètement faux de penser qu'une bonne culture saine et productive doit se faire au détriment soit de l'humain ou de la productivité. C'est trouver ce sweet spot-là. Ouais. Le gros passe par la communication, mais en même temps, si tu imposes la communication à un employé qui n'a rien à te dire, non seulement ça va être contre-productif, cette personne-là va bâtir de la frustration avec le temps. Donc, à titre de gestionnaire, la base d'une bonne culture, à mon sens, c'est de donner les conditions de succès. À partir de là, tu donnes des opportunités. Ce n'est pas à toi d'imposer qu'une personne la prenne. Des touch-ups réguliers, one-on-one avec mon monde, je le fais une fois par mois, une fois aux 6 semaines. J'en ai, d'habitude, je bloque 1 heure. J'ai mon process au complet pour être moi-même, genre 100% présent dans le moment, puis comme je me gêne pas pour reporter s'il y a quelque chose qui me tracasse parce que je sais qu'il y a tant qu'à se parler, puis je vais avoir ça dans l'arrière de la tête, j'aime mieux qu'on prenne du temps, qu'on le reporte un peu, blablabla. Il y en a qui vont prendre l'heure au complet puis qu'on va buster. Il y en a d'autres qui en 10 minutes, on a fini. Puis c'est correct. Ça sert à rien d'étirer puis de faire du small talk ou quoi que ce soit parce que notre processus dit qu'il faut se jaser une demi-heure à tous les mois. Puis mais non. Alors, c'est quoi l'intention claire? Établissez-la avec chacune des personnes. Il y en a qui vont dire que l'intention, c'est justement, mais ils veulent juste ventiler sur les collègues qui les font chier. Il y en a d'autres qui vont vouloir du feedback. Laissez-leur dicter qu'est-ce qu'ils espèrent en retirer. Ajustez-vous à ça. Puis vous allez vous rendre compte que justement, les discussions sont beaucoup plus faciles parce que c'est plus vous qui dictez la discussion, c'est eux. Ouais. Le seul bout que vous dictez, c'est pas mal le plan de match, les attentes pour le prochain mois à la fin de la rencontre. Le reste, c'est comme, gars, comment tu vas personnellement? Tu peux pas t'attendre que ton employé est productif si ça va pas bien dans sa famille ou quoi que ce soit. Tu ne veux pas... Tu sais, faut faire attention, là. Oui, on veut avoir une très bonne relation, mais il faut quand même rester dans un cadre où ces rencontres-là, c'est des rencontres business, d'affaires. On ne veut pas... Quelqu'un qui dit « je veux pas devenir psychologue », la journée que tu deviens psychologue pour ton employé, c'est parce que tu t'es mis dans une position comme ça puis tu l'as permis. Exact. Moi, c'est ça, là, c'est la même réflexion qu'une fille qui dit qu'il s'entraîne puis qui a donc bien peur de devenir musclé après 2 entraînements, genre. OK? Je me suis entraîné, Chris, 15 ans, j'ai encore l'air de genre un enfant sous-nourri. Là. Comme ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Donc, faut que je mette le timestamp, là, je pense. L'enfant sous-nourri. 24 minutes. C'est ça, tu sais, à un moment donné, ça sert à rien de forcer les choses. Vous devez avoir votre agenda dans la mesure où vous savez ce que vous voulez en retirer. Mais à partir de là, si l'employé, lui, il est juste assis dans la chaise ou dans la discussion pour vous donner des choses sans comprendre qu'est-ce qu'il en retire, ça servira à rien, là. Le but, c'est de créer un momentum avec ces rencontres-là. Si c'est tout le temps du cul-de-sac, des rencontres stop and go, de genre, OK, bon, donne-moi ça, parfait. Aller chercher les informations, à chaque fois, ça va être ardu. Ça va vraiment vous demander de l'énergie. À l'inverse que si vous mettez une structure justement plus de communication régulière puis plus courte,
on crée un momentum, puis on se laisse jamais partir d'une rencontre sans au minimum une action ou une attente. Fait qu'on sait sur quelque chose qui refacilite le début de la rencontre d'après. Donc, on crée un momentum avec notre monde, puis ça nous permet de justement être plus proactif sur c'est qui mes employés qui sont des facteurs de risque, c'est quoi mes insatisfactions, c'est quoi mes problèmes de procédure, des choses comme ça, pour tout le temps nourrir, comme je le disais, les conditions de succès pour ton employé. Au final, ce que tu veux, c'est que tu veux créer une espèce d'élément de sécurité psychologique. Là. Mon employé qui rentre le matin, il pense-tu qu'il a l'environnement, les outils puis le monde pour accomplir ce qu'il est supposé faire? Dans un objectif clair. Si tu réponds à ces éléments-là, t'es correct. Ta job en tant que gestionnaire, elle est faite. Ouais. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est que, tu sais, on en parle souvent dans le podcast, mais l'entrepreneuriat, c'est le fait de donner tu donnes une structure, c'est certain, tu es dans une structure, il y a des valeurs qui sont partagées, des choses comme ça, mais au niveau de la marge de manœuvre, arrêtez de vouloir toujours contrôler ce que font vos employés. Commencez à leur faire confiance. Pensez-vous, comment est-ce qu'un employé peut vraiment fuck up à ce point, si tu veux, qu'il faut micromanager cet employé-là? Moi, je suis de l'école que le plus de liberté que tu vas donner au niveau, tout en aidant la personne à se structurer, bien entendu, mais le plus de liberté qu'on va donner à cette personne-là ou de pouvoir par rapport à son horaire, sa gestion de tâches, etc., même sa mobilité, la meilleure performance tu vas recevoir et en contrepartie, la meilleure satisfaction tu vas avoir de cet employé-là. Je pense qu'on vit dans une ère maintenant où, oui, au-delà des valeurs, je pense que la workforce met énormément de valeur sur ces facteurs-là. Tu comprends-tu? Puis, est-ce que c'est quelque chose, toi, parce qu'on en parle beaucoup, puis moi, je pense qu'on le voit, mais comment est-ce que ça, à Didac, excuse-moi si j'utilise Didac comme un exemple, je ne veux pas te mettre en de spot, là, mais c'est bien grave. Comment est-ce que vous autres, vous amenez ce côté-là entrepreneurial dans l'équipe? Ben moi, tout le monde est au courant que dans le business, c'est moi le plus idiot. Fait que dans cette optique-là, c'est de même un peu que je pousse les éléments. Chaque personne est mieux placée que moi pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Fait que de là, difficilement dans une position où je peux faire des demandes ou genre dire voici comment tu vas travailler. Oui, je peux le faire au niveau des méthodes, mettons, du framework, mais je ne vais jamais aller vraiment dans le granulaire, dans l'exécution de la tâche parce que ça, je ne le sais pas. Fait que c'est d'impliquer ton monde dans la réflexion sur comment est-ce que la tâche que tu dois accomplir ou la vocation de ton poste, dans quelle façon est-ce qu'on arrive aux objectifs avec le moins de friction, puis que tu sois le plus heureux là-dedans. Fait que ton employé, par défaut, si tu lui dis « Hey, qu'est-ce que tu as besoin pour mieux faire ta job et avoir plus de plaisir à le faire? » D'habitude, le monde savent assez rapidement qu'est-ce qui le fait chier dans le job. Fait que s'ils sont pas capables de t'arriver avec des solutions, au minimum, tu prends la traîne inverse de qu'est-ce qui te gosse, puis à partir de là, c'est toi en tant que gestionnaire de dire « Bon, mais il y a ça que je dois adresser, ça que je dois adresser. » Fait que tu bâtis un petit peu le travail avec la personne, puis en y montrant justement qu'elle a un pouvoir d'influence sur ce qu'elle accomplit. Oui. Puis que c'est pas juste elle, puis que c'est comme l'autre employé aussi, puis aussi niaiseux que c'est quand c'est bien 2 ans, un employé qui voulait un deuxième écran, puis ben là, ça a été autorisé pour lui, ben en effet, moi aussi, j'osais pas le demander. Les gens réalisent la liberté que l'entreprise leur offre. Leur donne la confiance de dire, gars, même s'il y a une facture qui vient avec, si tu penses que tu as besoin de ça pour mieux faire ton travail, c'est pas un oui garanti, mais on va être prêt à le considérer, puis on va l'écouter, puis on va regarder avec toi, c'est-tu vraiment ça que ça prend? C'est-tu quelque chose de mieux, de moins cher? C'est un travail collaboratif, mais que tes employés soient au courant qu'ils ont un environnement qui les soutient dans leur travail, et non pas, tu sais, comment je peux dire? En fait, je vais le dire de la façon que je l'ai toujours dit, l'entreprise est au service de l'employé, pas l'inverse. Donc, de là, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour que ton monde... La meilleure des mondes, là, un gestionnaire, là, ça se vire les pouces 40 heures semaine, à mon sens, à la limite. Tu es là pour t'assurer que la machine fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème, on n'inventera pas de problème. Oui, c'est sûr que tant qu'à te virer les pouces, faites quoi de productif et proactif. Mais à son expression la plus simple, si tout va bien, selon tes employés et selon les chiffres,
Pas selon ta perception de gestionnaire, parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui font encore beaucoup de déni. Puis je pense que c'est justement ça, c'est le sentiment d'inutilité des gestionnaires parce qu'ils ont fait une bonne job, actually, à monter une business où les employés se sentent valorisés, font du bon travail, et puis souvent on rentre dans un mode peut-être de protection ou de self-worth, de sentiment de valeur personnelle, puis se dire je dois faire ci, je dois faire ça juste pour montrer que je sers à quelque chose, mais ultimement ton ça va peut-être exagéré, là, mais ton inaction pendant 9 mois, là, t'es plus rentable à ce moment-là que si on te change ou bien qu'on fait, il a rien fait en un mois, on va le clairer, ça sert à rien. Puis après ça, tous les problèmes commencent parce que justement, dans le peu de choses que tu faisais, tu t'assurais que la machine restait souvent un entrepreneur, mais c'est ça l'affaire, l'entrepreneur, là, que c'est ta business, la personne va te clairer de ta business, tu comprends-tu? Fait que c'est quand même, tu sais, si vous êtes rendu là, je trouve que c'est un beau symptôme. Tu peux pas te clairer de ta business, mais tu peux clairement... je saurais pas comment bien le verbaliser. Il faut vraiment que je prenne des cours. Tu peux pas avoir peur tu peux pas avoir peur de te faire licencier parce que juste pas tu tournes les pouces, mais que holy shit, les choses vont bien, puis on dirait que ça va trop bien, il faut que je sabote de quoi. C'est ça, dans le cas que ça va bien, je suis entièrement d'accord. Par contre, dans le cas que ça va mal, tu es un entrepreneur qui veut lever une business, tu engages des personnes, puis tu te rends compte que tous tes employés, c'est tout le temps de la merde, il y a tout le temps quelque chose. Ultimement, il faut que tu acceptes qu'à un moment donné, que c'est peut-être tout le problème. À partir de là, que ça va peut-être t'amener à voir que ton entreprise, elle a un potentiel, elle a une bonne équipe, puis que c'est toi qui dois te retirer de ton entreprise. C'est des calls difficiles à faire, ça. Faut vivre avec ce risque-là aussi, qui est très, très, très présent. Mais en même temps, je veux dire, oui, l'entrepreneur, il veut défendre ses intérêts, mais du moment que tu as une entreprise, ton entreprise est une entité à part entière, que ses intérêts à part entière, il faut savoir se retirer si c'est nécessaire pour le bien de l'entreprise. Faut pas que ça devienne une game d'ego non plus. Il y a beaucoup de styles de gestion qui découlent de l'ego, qui veulent donc bien protéger le titre qui vient à côté de leur petit crise de compte LinkedIn ou le fait de se pouvoir dire moi je gère X nombre d'employés. Je suis comme c'est pas ça. Si c'est ça qui fait que tu aimes ta job et que tu t'identifies, you got it all wrong. À partir de là, on en revient à c'est quoi l'environnement que tu peux créer. Puis à un moment donné, tu as l'effet boule de neige. Là. Un bon gestionnaire qui fait bien sa job, ça élimine des problèmes, ça fait que ton employé travaille mieux, en parle plus, l'entreprise a plus de résultats. Donc, ça devient un moteur de croissance pour ta business. Ce n'est pas « si on a le temps, on va le faire ». Ce n'est pas un afterthought. Ce n'est pas ce qui compte le plus, c'est que les machines roulent. Non, absolument pas. Parce que ta machine, elle peut rouler un certain temps, oui, mais la journée que tu n'as plus personne pour l'opérer, c'est plus le temps de commencer à dire « viens travailler chez nous ». On a des conditions compétitives. Chris, une business qui n'a pas de salaire compétitif, elle ne fait pas de business. Tu n'as pas le choix. C'est un prérequis. Ne mettez pas ça dans votre listing. Fait que, d'être capable, concrètement, que la business ait sa personnalité, sa tonalité, on en revient, ça va impacter le marketing, ça touche à tout. Donc, tu n'as pas le choix d'en faire une priorité dans ta business, je pense. Puis d'être cohérent. Les valeurs de business ne sont pas les valeurs de l'entrepreneur. On aura beau dire qu'on respecte la vie familiale, blablabla. Si l'entrepreneur en arrière n'arrête pas de vendre trop de contrats versus la capacité de production, ça fait qu'il stretch thin ses employés, ben, tu auras beau dire tout ce que tu veux, ta culture, vue de dehors, a l'air bien belle, mais ça va faire aussi que chaque personne que tu engages, il reste pas un mois, crisse son camp, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a vendu un truck puis il a acheté une petite Fiat. Fait qu'il y a un écart, ça marche pas. Faut être cohérent. Parlez par vos gestes. Parlez par vos gestes. C'est vraiment pas obligé d'en parler. Mais exactement. Si on te pose la question, tu peux en parler. Mais souvent, c'est ça que j'ai l'impression. Et souvent, puis c'est comme n'importe quoi. Souvent, c'est ceux qui sont le plus vocaux. C'est comme les couples sur Facebook. Ceux qui s'aiment terriblement sur Facebook, là, puis c'est vrai, comme leur couple est le pire que tu auras vu parce que ça a l'air d'aller, puis 2 semaines plus tard, ils sont divorcés. Mais c'est un petit peu la même chose. C'est comme parler par vos gestes. Et puis... Laissez les autres définir aussi. Ça, c'est la culture, je vais souvent le ramener au même titre que si un entrepreneur se dit entrepreneur à succès, moi, il y a quelque chose de bizarre. Laissez les faits, laissez le obvious le décrire de lui-même. Donc, de là, si, justement, comme tu es dans une position où
t'as une business qui n'a jamais de poste ouvert, mais qui est en croissance, t'as des hauts taux de rétention. Tu sais, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent démontrer ce que tu essaies de pousser sans devoir le nommer. Je vais le dire comme ça. Donc, du bon vieux marketing RH avec des chiffres. Là. Des fois, je sais que les chiffres et le marketing, ça fait moins un mix naturel, mais pourtant, c'est très puissant lorsqu'on le fait. Fait que, oui, tout business va avoir sur son site la petite section à propos de nous, puis c'est correct. Mais ça ne devrait pas se limiter à 3 paragraphes. Paragraphe 1, qui nous sommes. Paragraphe 2, en quoi on croit. Puis paragraphe 3, qu'est-ce qu'on fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, parce que l'incident, techniquement, pas tout le monde s'en fout, mais comme, je sais pas pour toi, là, mais je vais pas lire, moi, les valeurs. Si je veux vraiment aller voir la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, elle back, tu sais, y a-tu des actions, ça transparaît-tu vraiment dans ce qu'ils font, tu sais, puis tu peux pas le faker à cette heure, j'ai l'impression. Tu vas être jugé par rapport à, tu sais, je te dirais, overall, sur ta perception. C'est comme, par rapport à ce que tu fais. Puis, si tu le fais pas, ben, éventuellement, tu vas te faire caller out d'un moment donné, tu sais. Fait que, on parle d'authenticité, là, mais c'est comme, l'authenticité, là, c'est pas de le dire, là. L'authenticité, c'est juste de le faire, point. Puis arrêtez de vous casser le bicycle, là. Puis, si vous êtes un gestionnaire de marde, puis vous êtes pas capable de comprendre ces choses-là, ben peut-être que c'est le temps de faire un petit peu d'introspection. Tu sais, on parle de self-awareness, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gestionnaires en ce moment qui doivent faire, tu sais, posez-vous les vraies questions, guys. Arrêtez de pretender de certaines choses. Là. On en est là, puis on est dans une période. Moi, j'ai adoré. Oui, la pandémie est shitty, mais j'ai adoré les choses que ça a exposé d'une certaine façon au niveau des styles de gestion, où les gens n'ont pas eu le choix de faire confiance à leurs employés puis de leur donner, tu sais, plus de liberté ou de contrôle par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Puis je peux garantir que tu vas le voir, il y en a qui sont pas nécessairement faits pour ça non plus. Il y en a pour qui ça a été difficile aussi. Mais le rôle à ce moment-là, d'employeur, c'est de comprendre cette personne-là. Pourquoi est-ce que cette personne-là performe moins bien à la maison? Ben, peut-être qu'il y a un contexte familial, peut-être qu'elle a 3 enfants à la maison, puis c'est à ce moment-là que la discussion est importante, tu sais. Puis l'inhabilité de ces personnes-là à discuter ou de gérer cet environnement-là, ça a exposé tellement de choses. Fait que moi, je suis comme content que ça s'est fait, puis ça a accéléré le processus, à mon avis. Oui, absolument. Là. Fait que, tu sais, présentement, faites l'exercice. Si vous deviez définir votre culture de business, c'est quoi? Allez pas regarder sur le site, parce que vous marquez sur papier clairement. Faites le contre-exercice. Prenez 2-3 de vos employés, demandez-leur de faire l'exercice, faites un comparatif. Moi, à mon sens, une culture de business, c'est pas quelque chose que tu donnes à ton département RH, puis qui décide de définir, puis qu'après ça, il annonce aux employés que c'est ça notre culture. Absolument pas. Yep. Jase avec ton monde, laissez-leur définir c'est quoi la culture et valider si ça cadre avec votre vision. Vous allez vous rendre compte que Chris, ça ne fait pas pantoute, bon, mais ça veut dire que vous avez des choses à corriger en dedans. Ça cadre dedans, ça veut dire que vous faites bien votre job. Moi, l'espèce de combat perdu, il y a une raison pour laquelle je ne vais pas dans le manufacturier très souvent. C'est un style de gestion qui est plus old school, je vais dire comme ça, et plus top-down, plus justement comme on s'impose. Vous avez un pouvoir d'influence à titre de gestionnaire, à titre d'entrepreneur. Vous savez ce qui est bien pour votre business, vous savez ce que vous voulez. De voir, moi, qu'il y a des projets qui essayent de se mettre en branle, qu'il y a des solutions qui existent, puis la première réponse, l'objection, c'est « Ah non, mon monde, il n'est pas de même. » Ah non, ça prendrait ça, là, mais ils voudront pas. Je suis comme... Ah oui. Chris, maintenant, ta business, elle s'en va par en avant. Si tu peux pas aller par en avant, en prenant une image dans le temps de ton entreprise et de son monde et dire, nous, pour les 20 prochaines années, on est ça, puis on reste ça. Ça n'existe pas. Tu n'as pas de croissance d'entreprise sans avoir de croissance de tes employés, autant professionnels que personnels. Yep. Fait qu'à partir de là, si tu te rends compte que justement, ben, pour tes ambitions, quoi que ce soit, ou pour ta culture, ben, faudrait développer plus de, peu importe, là, leadership, empathie, whatever, puis que présentement, tu l'as pas, ou des éléments plus techniques, de genre l'aisance avec l'informatique ou quoi que ce soit, ben, c'est ta job à titre de gestionnaire de mettre des choses en place pour que ton employé passe de A à B. Puis quand tu es capable de faire passer un employé de A à B, puis là, tu en as 10, ben, tu as un petit mouvement de masse, puis c'est rendu la progression de l'équipe. Quand tu as fait de la progression de 2-3 équipes, ben là, ça devient une progression d'entreprise. Et là, ta culture commence à pousser un petit peu plus par en avant.
La culture d'une entreprise, ça commence par la relation individuelle avec chacune des personnes qui la composent. Yep. J'aime beaucoup ça. Regardez les Canadiens de Montréal. Joël Bouchard à Laval. Grosse différence. Ça a amené une nouvelle culture, guys. Fait que je veux pas trop en parler right now parce qu'au moment où Spot et exactement. mais bref. Non, mais c'est intéressant. Puis je pense que tout ce que tu viens de dire exactement, c'est représentatif de ce qui se passe. On pourra en parler beaucoup, longtemps, différents angles, mais je veux faire sûr qu'on n'a rien oublié. As-tu d'autres points? Il y en a tellement qu'on pourrait jaser là, ouais. Au niveau de genre les attentes. Pourquoi mon monde, ils veulent pas travailler? Puis, c'est comme, mais ça pourrait être intéressant, actually, des case studies. Si vous avez des questionnements ou des choses spécifiques ou un contexte à nous donner, puis vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de vous nommer non plus, là, mais si ça pourrait être des bons case studies pour de futurs épisodes aussi. On pourrait vous donner un petit peu peut-être notre opinion ou certaines choses qu'on voit. Puis peut-être, vous êtes pris dans vos biais personnels, puis c'est correct. Là. Je pense qu'on en a tous des biais personnels, puis il faut être à l'aise à comprendre qu'on en a tous. Mais envoyez-nous dans le sac à lettres, envoyez-nous un petit mail, podcast@instigateur.com, et puis envoyez-nous votre contexte, puis ça nous fera plaisir de répondre puis d'en jaser, parce que je pense que c'est un enjeu vaste, mais très important pour le milieu entrepreneurial, je dirais de la prochaine décennie. Ça va être un enjeu qui va être très super important. C'est souvent moins complexe qu'on le pense. Parce que pour nous, justement, on n'est pas biaisé par l'historique, fait que tu sais, c'est facile d'aller juste nous concentrer sur l'essentiel, comme pourquoi mes employés sont tout le temps de même? OK, bon, mais parfait. Est-ce que ce que tu identifies comme étant le problème, si tu le vrai problème, si tu le symptôme, ça part-tu de plus haut, la faute est. Je veux dire, j'essaie de jamais mettre le blâme sur personne, mais ultimement, il y a toujours un facteur qui influence les autres, là. Donc, tu sais, ça part de où, puis voici qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation. C'est ce qu'on fait dans la vie, Chris, à un moment donné. Fait que n'hésitez pas. Si on est capable d'avoir de l'impact sur votre business, ça va nous faire plaisir. Là. Sinon, mettez le blâme sur Charles d'Avignon. C'est toujours... Tout est toujours de la faute de Charles d'Avignon. As-tu vu le post aujourd'hui sur LinkedIn? Tu as mis... c'était hilarant. Sur Charles d'Avignon, on va plugger Charles en Good kid. Là, on aime Charles. Charles, c'est quasiment comme notre petit frère qu'on aime à pousser en bas des marches, mais on l'aime pareil. Mais genre, on a développé une petite affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle Charles est membre d'un de nos groupes, Mastermind, et puis c'est toujours salut tout le monde, sauf Charles d'Avignon. Et c'est ça, t'avais mis aujourd'hui, puis en tout cas, là, il y a une discussion active sur LinkedIn et c'est très, très drôle. Pour vrai, non, j'ai rien vu passer. Mais la inside joke avec nous, c'est qu'on blâme Charles pour tout. Les problèmes. COVID-19, Charles d'Avignon. Exactement. Le vaccin, Charles d'Avignon. On t'aime, Charles. All right, guys. Bonne semaine, Matt. Toi, pareillement. Ouais, t'es-tu dans ton... ma question est, vas-tu être en recherche de coach maintenant que vous vous rouvrez au Québec? Vous êtes passé du rouge au vert en 3 secondes, 3 quarts? Moi, je suis pas ça, je suis aucunement au courant. Oui, mais non, mais les gyms sont rouges. Les gyms, c'est déjà vert. Ouais, mais rentres-tu dans une optique de remise en forme ou non? Non, présentement, je suis dans une streak de 4 soirs en ligne d'un gros bol de crème glacée dans un bol en gaufre avec des pépites d'érable, puis non, je suis en mode décadence encore. Bon, allez prendre mes... Faut que j'appelle, là. J'ai genre ma prescription pour mes prises de sang pour cholestérol, diabète, pour vrai. J'ai peur des aiguilles, même si je suis tatoué bord en bord. Je l'assume, je suis vulnérable et les aiguilles, it's a no-go. Fait que je vais finir par appeler pour aller prendre ça, puis après ça, je verrai à quel point j'ai du retard à prendre, puis je recommencerai à m'entraîner. Mais là, tu mets juste un petit plaster sur le bobo, là, ça marche pas, là. Ah non, mais attends un peu, je commence à faire du basic un peu, puis genre, à soir, je m'en vais le club de marche, mais ça c'est mon apport, c'est club de marche en montagne, on va monter le Mont-Saint-Anne, genre, une couple de fois, puis fait que... J'aime un peu plus, là. J'aime que ta femme fait des ultramarathons et toi, tu es dans un club de marche. C'est ça, un club de marche. C'est pour... En réalité, c'est le club de marche, c'est pour les pétés qu'elle entraîne, qui peuvent pas courir, ils vont pareil juste prendre des marches. Amène Roméo avec toi pour
Amène Roméo avec toi, il va te pousser, toi et tes... No fucking way. No fucking way. Perky tits. Non. All right, buddy. Take it home. Bonne semaine tout le monde. On attend vos emails dans le sac à lettres. Remplissez ce sac à lettres là. All right, guys. À la prochaine. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.